Comment se positionner, comment réagir face à une personne en pleine crise de victimisation? Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Vous avez repéré dans votre entourage, familial, amical, professionnel, peu importe, une personne au demeurant que vous aimez bien, que vous appréciez, mais qui a une propension à glisser facilement en mode victime égotique. À chaque fois que cette personne vous joue son sketch, forcément ça met fin à la communication authentique. Et c'est de surcroît très pénible à supporter. On l'a vu dans un audio précédent, une personne qui se met en mode bourreau est une personne qui a besoin de se sécuriser en ayant en face d'elle quelqu'un d'extrêmement affirmé. Avec cette personne-là, on ne laisse pas faire, on ne laisse pas passer et on pose directement ses limites pour ne pas rentrer dans une escalade d'abus et d'agressivité. Mais face à une personne qui se victimise, qui joue la carte de la victimisation, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que cela cesse, pour que cette personne cesse de vous importuner? Une personne qui glisse dans la victimisation cherche toujours votre apitoiement. Elle a besoin que vous abondiez en son sens. Et c'est exactement ça qui est pénible à vivre. Vous avez l'impression qu'on vous tire par les pieds, qu'on vous culpabilise de votre joie de vivre, qu'on veut vous faire endosser à vous des problèmes, des souffrances ou des peines que vous n'avez pas. Et tout ceci peut être très déstabilisant. On ne sait pas vraiment comment réagir face à cela. Alors d'instinct, on se positionne sur la défensive. Si on se met en défense égotique, en mode sauveur, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va essayer de réconforter cette personne et de lui trouver des solutions. Et en tout état de cause, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on entendra, c'est « oui, mais non ». Ça, c'est la réponse typique d'une personne en mode victimisation. Et si on est fortement agacé, on va se mettre en mode bourreau, en lui disant « écoute, ça va bien 2 minutes, arrête de te plaindre, il y a bien plus malheureux que toi ». Bon, ça résoudra pas le problème non plus. Et la personne qui est en train de vous jouer son sketch de victimisation risque en plus de vous faire la tronche, voire de vous reprocher de n'avoir aucune empathie. Et puis maintenant, dernier mode défensif, et également le mode victime. Ce qui nous donne 2 personnes qui surenchérissent l'une et l'autre sur leurs malheurs respectifs. Alors comme dirait Coluche, ça va pas faire avancer le schmilblick. En résumé, répondre à l'ego par l'ego, ça ne mène nulle part. L'utilisation de l'ego devrait être réservée à des situations de danger, de mort, et uniquement cela. L'ego, une fois de plus, c'est l'instinct animal, l'instinct de survie. Et donc l'ego n'est pas compétent pour résoudre nos problèmes quotidiens. Ainsi, face à une personne qui a glissé dans la victimisation, que peut-on faire cette fois-ci en utilisant la résilience? Il faut déjà bien comprendre qu'une personne qui joue la carte de la victimisation n'est pas une vraie victime. Elle vient juste essayer de capter l'énergie des autres pour ne pas utiliser la sienne. D'où son immobilisme chronique. Il s'agit en outre d'une personne très négative, pessimiste, souvent soupolée et très versée dans les ragots et les critiques. Tout ce qui lui arrive à elle, ça n'est jamais de son fait, jamais de sa faute, jamais de sa responsabilité. Alors que dans les faits, eh bien c'est tout le contraire. Une personne qui est dans la victimisation, c'est une personne qui donne toujours le bâton pour se faire battre. Ça n'est bien sûr pas toujours conscient, mais c'est un fait. Prenez la peine de l'observer par vous-même, et vous verrez. Alors voici à titre d'exemple, quelques mises en situation, histoire de vous donner le ton de la résilience face à une personne dans la victimisation. L'objectif principal, ce n'est pas de faire changer cette personne, ni de vouloir, au forcing, lui faire prendre conscience de ses petits ou de ses grands travers. L'objectif principal, c'est que cette personne-là cesse définitivement de vous prendre à partie lorsqu'elle a envie de se plaindre ou de critiquer. Et si un jour elle a vraiment envie de changer, il faut que ça vienne d'elle. Alors voilà, imaginons, vous avez un voisin qui est une vraie langue de bip, et lorsqu'il vous croise, c'est toujours pour la même chose, vous prendre à partie pour déverser sa bile et son venin. Mais c'est devenu insupportable pour vous. Par politesse, pour ne pas rentrer en conflit, vous avez laissé faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant c'est devenu pour votre voisin une habitude. Et donc cette fois, vous avez décidé d'y mettre un terme, mais sans vous fâcher, sans rentrer en conflit avec votre voisinage. Votre voisin cherche votre attention et votre assentiment. Alors offrez-lui l'inverse de ce qu'il attend de vous, juste du silence et de l'indifférence, par exemple. Ah, ça peut donner des trucs comme oui, t'as vu ce qui s'est passé, nanani, nanana, tu te rends compte, c'est scandaleux, encore ci, encore ça. Et là, vous, rien. Pas un mot, pas un sourcil qui bouge. Vous regardez la scène en pensant à quelque chose qui vous fait plaisir, comme la destination de vos prochaines vacances, ou le délicieux gâteau que vous allez concocter ce soir. Ça paraît bête, mais en faisant cela, vous empêchez à votre empêcheur de tourner en rond de capter votre énergie, parce que vous la mettez ailleurs. Celui-ci, n'ayant aucun répondant, aucune réactivité en face de lui, va lui aussi se mettre dans le silence. Vous n'aurez plus qu'à lui souhaiter une bonne journée et à reprendre votre chemin comme si de rien n'était. Bien sûr, il y aura d'autres tentatives d'alpagage, vous pouvez en être sûr. Mais si vous gardez cette stratégie, à chaque fois, au bout d'un moment, votre voisin insupportable cessera de vous importuner.
Vous n'aurez pas fui, vous n'aurez pas tenté de contre-attaquer avec de l'argumentation, et vous ne serez pas tombé dans le jeu de la critique non plus. Donc, le silence est un des outils merveilleux de la résilience. Et dans ce type de situation, ça fonctionne très très bien. Il y a d'autres outils aussi que l'on peut utiliser, comme l'humour par exemple. Imaginons maintenant que vous avez une amie qui vient vous contacter à chaque fois pour se plaindre de ses problèmes de santé. C'est son truc. Le moindre de ses petits bobos prend une ampleur internationale. Probablement que cette amie en question s'ennuie profondément dans sa vie. Et elle a besoin de sensationnel. Quitte inconsciemment à se créer des maladies. Histoire de se faire plaindre, de se faire dorloter et d'attirer toute l'attention. Et même si vous vivez des choses bien pires qu'elle, et qu'elle le sait, vous constatez qu'elle s'en fiche éperdument. Et non seulement elle s'en fiche, mais en plus elle continue à venir vous pomper régulièrement de l'énergie. Cette précieuse énergie dont vous avez vraiment besoin au moment où vous avez, vous, des vrais soucis. Il n'est donc pas question pour vous ni d'en perdre, ni d'en gaspiller, ni d'en donner à quelqu'un qui visiblement en a largement assez pour venir vous faire son sketch. L'un des autres grands trucs des victimes égotiques, c'est de dépenser l'énergie des autres pour ne pas utiliser la leur. Et c'est en cela que vous pouvez les repérer profondément dans la procrastination, dans l'immobilisme, dans l'absence d'engagement et de prise d'initiative personnelle. Ils ne veulent ni bouger, ni échanger, ni s'engager. Ils finissent par s'ennuyer, mais comme ils ne veulent toujours pas bouger, alors ils trouvent une stratégie pour vous attirer dans leur grotte, histoire quand même de trouver un peu d'animation à bon compte. Bon allez, mise en situation et utilisation de la résilience avec l'humour. L'année précédente, vous vous êtes tapé en enfilade un cancer, un divorce et la perte de plus de la moitié de vos revenus. Vous avez toute légitimité à recevoir de l'attention, de la compréhension, de la compassion, de l'affection. Mais voilà, c'est votre Jacqueline qui revient à la charge pour vous raconter ses petits malheurs. Tu sais pas ce qui m'est arrivé, hier j'avais 38 de fièvre, j'étais pas bien, le médecin est venu, il sait pas ce que j'ai, et nanani et nanana. Bon bref, le truc classique de la Jacqueline en pleine crise de victimisation. Pardon pour le prénom, je l'ai pris au hasard, ne vous sentez pas visé. Et ce qui est bizarre, c'est que la Jacqueline en question, elle était aux abonnés absents quand vous traversiez tous vos problèmes. C'est comme si elle avait des antennes. Au moment où vous commencez à sortir un peu la tête de sous l'eau, eh ben elle rapplique. Même pas pour vous demander comment ça va, mais pour se plaindre. Pour venir capter le peu d'énergie que vous avez réussi à recouvrir. Eh bien, grâce à l'humour, cette énergie, non seulement vous n'allez pas la perdre, mais vous allez la démultiplier, pour vous. L'humour est un générateur d'énergie. Alors dans cet exemple, ça pourrait donner des choses comme « Ah tiens, Jacqueline, ça faisait longtemps que je t'avais pas eu au téléphone. Tu viens prendre de mes nouvelles ? Tu commençais à t'ennuyer de moi ?» Là, il s'agit de l'humour cynique, mais qui peut couper court aux complaintes de la Jacqueline. Ça pourrait donner des choses aussi comme « Non, sans blague, 38 de fièvre ? T'as pas honte de te faire bronzer au soleil à Tahiti pendant que les autres y rament ? J'espère que ton médecin au moins t'a prescrit des mojitos et de la crème solaire. » Là, il s'agit de l'humour de dérision, qui peut aussi couper court au drama. Ou alors, vous pourriez dire aussi avec humour et amusement « Écoute Jacqueline, je suis pas sûre, mais je pense que le cancer, le divorce et la perte de revenus, ça pourrait être contagieux. On sait jamais. Alors je vais raccrocher vite parce que je voudrais pas te contaminer encore plus. Si tu veux, on se rappellera quand ça ira mieux de mon côté. » Là, il s'agit d'humour tout court, ce qui permet de remettre l'église au milieu du village. On peut se faire encore une autre mise en situation si vous voulez. Alors disons que cette fois-ci, vous avez en face de vous quelqu'un, toujours dans la victimisation, qui n'arrive jamais à s'en sortir, soit parce qu'il ne prend pas d'initiative, soit parce qu'il fait toujours les mauvais choix. À se demander même s'il ne le fait pas exprès. Il s'agit d'un poissard. Je reprends de nouveau un prénom tout à fait au hasard, ne m'en veuillez pas. Il s'agit d'un Jean-Claude qui regarde toujours ses godasses et qui se plaint constamment de ne jamais voir de ciel bleu, de soleil et d'étoiles. En gros, il a un sixième sens pour voir tout ce qui est moche, mais jamais rien de ce qui est beau. Et de surcroît, il en impute toujours la faute à Pierre-Paul Jacques, au système, à la société, au président, etc., etc. Il lui faut absolument un responsable à ses malheurs. Des personnes qui fonctionnent comme ça, c'est lourd. Avec eux, on a l'impression que la vie pèse des tonnes. Et si on a le malheur de les suivre dans leurs histoires, alors là, c'est carrément notre vie qui se transforme en pâte à glu. Alors quand il y a un Jean-Claude qui vient me trouver pour me dire « Oh, il y en a marre de ce temps, il fait tout le temps froid, il pleut tout le temps, c'est infernal, il n'y a plus de saison, c'est un dérèglement climatique, c'est de la faute à machin, c'est de la faute à bidule. » Eh bien, je lui réponds « Écoute, tu sais quoi ? Va intenter un procès à machin ou bidule, parce que moi, le dérèglement climatique, j'y suis pour rien. Et puis personnellement, je trouve ça sympa. Ça m'a permis de ressortir mes pulls jacquard irlandais que j'adore, de faire des belles cueillettes de champignons et des belles cueillettes d'escargots, de remplir toutes mes réserves d'eau pour l'arrosage du jardin, et de rester plus souvent à la maison pour passer du temps avec mes enfants, faire des gâteaux, jouer à des jeux de société, leur raconter des histoires, tout ça, tout ça. Tu vois Jean-Claude, chacun voit midi à sa porte. Moi, quand je peux pas changer les choses, ben j'en prends mon parti.
Des fois, le Jean-Claude, il vient se plaindre pour dire « Oui, t'as vu le prix au supermarché, on peut plus faire les courses, c'est l'inflation, tout est trop cher, et puis en plus on sait pas ce qu'on mange, et les supermarchés ils en profitent, et les industriels ils en profitent, et l'État en profite, c'est dégueulasse. » Ce à quoi je lui réponds « Oui Jean-Claude, tu as raison, mais personne ne t'oblige à faire tes courses dans un supermarché. Personne ne t'oblige à payer très très cher des choses qui te rendent malade. Personne ne t'oblige à nourrir un système qui ne fait qu'abuser de toi, en jouant sur tes peurs et tes dépendances. » Ce à quoi le Jean-Claude peut aussi vous rétorquer « Oui mais toi de toute façon, t'as toujours raison, t'es marginal, tu sais mieux que les autres, et patac au fin. » Mais non Jean-Claude, j'ai juste fait des choix différents des tiens. Je me suis occupé au maximum de mon autonomie alimentaire, vestimentaire, énergétique, etc. etc. Premièrement. Deuxièmement, je fais le choix de l'échange direct, autant que je peux le faire. Troisièmement, j'ai éliminé tout ce dont je n'ai pas besoin. Tout ce qui me prend trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent, et qui en définitive ne me rapporte rien en échange. J'ai fait le choix de répondre à minima aux exigences sociétales de l'endroit où je vis. J'ai aussi fait le choix de travailler sur mes peurs pour que celles-ci ne deviennent pas des leviers de manipulation. Et comme j'ai entamé ce travail de fond depuis très longtemps, eh bien je ne suis pas impactée, ou très peu, par ce qu'il se passe à l'extérieur. S'assumer est un choix, se plaindre en est un autre. Maintenant tu m'excuseras, je mets un terme à notre conversation, j'ai plein de choses à faire. La vie est courte, bonne journée à toi. Et voilà, les choses sont dites simplement, avec authenticité, vérité, et donc dans la résilience. Et si le Jean-Claude souhaite toujours faire le choix de la victimisation, eh bien c'est son affaire, c'est son choix. Et face à une personne qui assume pleinement ses choix et ses expériences, il ne peut rien faire. Et il ira frapper à une autre porte lorsqu'il voudra se plaindre de nouveau. Devenir résilient, ce n'est pas être dans le déni de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est moche, crade, injuste, ignoble. C'est faire sa part du mieux possible pour ne pas nourrir ces choses-là. Mais c'est avant tout faire le choix de ce qui est beau à nos yeux, ce qui fonctionne, ce qui est générateur de soulagement, de joie, de bonheur, d'avancée et d'évolution. Et si en plus, toutes ces choses positives pour nous n'impactent pas les autres négativement ou n'impactent pas l'environnement, alors c'est sûr qu'on est sur la bonne route. La résilience est un véritable choix. C'est un travail de fond sur l'ego, et donc un travail qui prend du temps, qui ne donnera pas de récolte instantanée, mais qui finira fatalement par donner des récoltes extraordinaires. Les Jean-Claude ou les Jacqueline, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, si ce n'est d'arrêter de nourrir leur négativité et leur passivité. Face à quelqu'un qui a sombré dans la victimisation, le plus important est de continuer à croquer la vie à pleines dents. De ne pas laisser ces personnes-là vous freiner, vous plomber le moral, vous faire perdre votre temps et votre énergie. Un jour, ils en auront marre de se plaindre et de tout critiquer. Et peut-être qu'ils feront aussi ce choix de la résilience. Exactement comme vous et moi. Et sans aucun doute pour les mêmes raisons. La vie 100% dans l'ego est insupportable. Sur ce, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, rendez-vous au prochain audio.